Cette séquence sera consacrée à un chapitre de l'évolution biologique. Donc l'évolution biologique, c'est cette théorie scientifique qui stipule que tous les organismes vivants, donc quel que soit leur type, des animaux, des végétaux, des micro-organismes, des champignons, proviennent d'ancêtres communs, donc des ancêtres communs, c'est-à-dire des espèces originelles qui progressivement, sur des temps géologiques, donc en millions d'années, se sont diversifiées à tel point que les populations sont devenues incapables de se féconder les unes avec les autres. On parle de l'apparition de barrières reproductives et donc de l'apparition d'espèces nouvelles. C'est un phénomène qu'on appelle la spéciation. Donc c'est une idée principale de l'évolution biologique, c'est cette capacité des êtres vivants de passer d'espèce à une autre espèce. Mais c'est bien sûr un phénomène très progressif, très graduel qui demande du temps et qui fait intervenir plusieurs mécanismes pour arriver à séparer les populations les unes des autres. Je vais donc commencer par la signification de ce terme spéciation. Donc c'est l'apparition d'espèces nouvelles à partir d'ancêtres communs donc comment s'est faite cette apparition? Par l'établissement d'une barrière à la reproduction. Donc, avant que j'entre dans les détails de cette spéciation, il faut que je rappelle la signification du terme espèce parce que beaucoup d'élèves essaient de comprendre ce phénomène de spéciation, mais ils oublient la vraie signification du terme espèce. Donc, espèce, c'est un ensemble de populations, donc ce sont des groupes d'individus réellement ou potentiellement interfécondes. Interfécondes, c'est-à-dire capables de perpétuer l'espèce sur des générations successives. Donc, que signifient ces termes un peu scientifiques? Donc, c'est un ensemble d'individus capables de se croiser entre eux, de donner une génération de descendants capables eux-mêmes de se croiser entre eux, donc pour donner une génération suivante, la suivante, et ainsi de suite. Donc, grâce à cette interfécondité, l'espèce est en quelque sorte perpétuelle, c'est-à-dire que de point de vue temps, elle peut exister sur de très grandes périodes de temps, grâce justement à cette capacité de se féconder et de passer de génération à génération. Donc, si cette interfécondité est rompue, c'est-à-dire que si on arrive au moment où les individus ou bien les populations ne peuvent plus se croiser les unes avec les autres, on parle scientifiquement d'espèces différentes. Comment donc passer d'une espèce ancestrale, cet ancêtre commun, à des espèces nouvelles? Je vais prendre un exemple très simple, étudié par tout le monde dans le cours de spéciation. Les pinsons des îles Galapagos. Galapagos. Donc, les pinsons des îles Galapagos, ce sont des espèces d'oiseaux très étudiées par les scientifiques dans le cadre justement de cette théorie de l'évolution. Les îles Galapagos existent dans l'Amérique du Sud. Administrativement, ça appartient à l'Équateur. C'est un archipel, donc un ensemble d'îles qui a été visité par Darwin. Il a observé pendant assez longtemps ces espèces de pinsons. Il a constaté l'existence de beaucoup de ressemblances entre ces espèces, donc ce qui signifie qu'il s'agit d'espèces apparentées provenant d'un ancêtre commun, mais il a aussi constaté que ces espèces sont interstériles, elles ne se fécondent pas les unes avec les autres.
Donc, il est parti de l'idée qu'il existait en premier lieu une espèce ancestrale homogène d'un point de vue reproductif, c'est-à-dire où tous les individus sont interféconds, qui a par la suite éclaté en plusieurs populations isolées les unes des autres, avec apparition des barrières reproductives, donc chaque population est devenue une espèce à part. Donc, comment a commencé l'histoire? Je vais représenter des formes géométriques toutes simples, juste pour expliquer le phénomène. Donc, je vais commencer par des petits rangs, que je vais associer par des doubles flèches pour dire qu'il s'agit d'une population d'individus qui sont tous interféconds, donc les mâles sont capables de féconder les femelles dans tous les sens possibles. Donc, c'est le groupe ou bien l'espèce ancestrale. Ce groupe a apparemment migré de l'Amérique du Sud vers les îles Galapagos suite à une longue période de sécheresse très rude dans l'Amérique du Sud. Donc, à la recherche de ressources alimentaires, ces oiseaux ont peu à peu migré de l'Amérique du Sud vers les îles Galapagos. Suite à leur arrivée aux îles Galapagos, certains individus, donc bien sûr au fil des générations, certains individus ont été touchés par des mutations qui ont fait apparaître des descendants. Donc, je vais le représenter par des carrés présentant une forme du bec différente du phénotype sauvage de l'espèce. Je rappelle qu'en génétique, il existe des phénotypes sauvages et des phénotypes mutants. Les phénotypes sauvages, ce sont un peu les phénotypes ancestraux, normaux de l'espèce. Les phénotypes mutants, ce sont ces nouveautés génétiques créées par des mutations géniques. Donc, ces nouveaux descendants présentant une forme de bec différente du reste du groupe proviennent de mutations géniques qui ont touché le gène de la forme du bec. C'est une mutation donc ponctuelle qui a touché un gène, mais qui va avoir des conséquences énormes sur l'évolution de cette espèce de pinsson. Bien sûr, les individus sauvages sont encore présents et se transmettent la forme originale du bec. Et il faut signaler que ces individus sont encore tous interféconds, c'est-à-dire qu'il s'agit encore de la même espèce ancestrale, mais c'est une espèce qui est devenue diversifiée. Donc, les élèves sont familiarisés très bien avec ce terme de diversification. Donc, les mutations géniques font apparaître de nouvelles formes alléliques, des versions nouvelles du gène. Donc, ces nouvelles formes alléliques peuvent très bien conduire à des phénotypes nouveaux, comme dans ce cas, une nouvelle forme du bec. Donc, l'ensemble du groupe devient de plus en plus diversifié grâce à ces mutations. Ce phénomène s'est répété plusieurs fois, et je répète, sur de très longues périodes de temps. Donc, on est arrivé à un moment où le groupe est devenu très diversifié. Voilà donc. Et la différence entre ces différents groupes consiste en la forme du bec. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Un facteur très important de l'évolution va entrer en jeu, c'est la sélection naturelle. J'ai dit que c'est une mutation ponctuelle qui a touché un seul gène mais qui a des conséquences énormes. La forme du bec d'un oiseau va en quelque sorte lui imposer un certain régime alimentaire. Donc l'oiseau ne mange pas ce qu'il veut, il consomme des aliments qui sont compatibles avec sa forme du bec. Par exemple, les becs plutôt pointus et allongés permettent aux oiseaux de s'alimenter à partir de fleurs. Des becs qui sont plus compacts et plus courts, donc plus forts, permettent aux oiseaux de casser des graines, donc de consommer des graines, et ainsi de suite. Donc selon la forme du bec, l'animal va avoir un régime alimentaire qui lui est propre. Donc que va faire la sélection naturelle dans ce cas? Au niveau de ce groupe, si des individus possèdent une forme du bec inadéquate avec le milieu, c'est-à-dire qui ne permet pas de s'alimenter correctement, donc là il y a deux conséquences possibles, soit ces individus seront peu à peu éliminés, ils ne mangent pas suffisamment, ils n'ont pas la même force que les autres individus, donc moins de chances de se reproduire, soit ces individus seront obligés de migrer, et c'est ce qui est arrivé dans cette histoire des pinsons des îles Galapagos. Donc ces différents groupes ont commencé à s'isoler les uns des autres
en fonction de leur régime alimentaire. On a donc obtenu des groupes qui ont occupé des îles différentes, parce que c'est un archipel, il y a beaucoup d'îles dans les Galapagos. On est arrivé à une étape qu'on qualifie d'isolement géographique. Donc cet isolement géographique a été imposé par le régime alimentaire lui-même, imposé par les formes différentes du bec. Grâce à cet isolement géographique, la rencontre entre les différents groupes devient de moins en moins probable. Et là, je reviens à la définition du terme espèce. C'est un ensemble d'individus réellement ou potentiellement, c'est-à-dire encore théoriquement, capables de se reproduire, donc interfécondes. Ces différentes populations, c'est vrai qu'elles ne se rencontrent pas beaucoup dans la nature, mais ce sont encore des populations d'une même espèce et on est encore au stade de diversification intraspécifique. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Chacun de ces groupes a accumulé des mutations géniques indépendantes les unes des autres. La mutation est un phénomène aléatoire tout à fait accidentel. Donc une mutation qui touche un groupe ne sera pas forcément la même mutation qui touche les autres groupes. Donc au fil des temps, chacun des groupes devient de plus en plus différent génétiquement des autres groupes en accumulant des mutations supplémentaires. C'est ce qu'on appelle la divergence génétique. Donc, cette divergence génétique va s'approfondir, les groupes sont de plus en plus différents les uns des autres, ils conservent néanmoins beaucoup de ressemblances, mais ces différences vont atteindre un point où la reproduction devient impossible entre les groupes différents parce qu'il n'y a tout simplement pas d'attraction sexuelle entre les individus. Il faut dire que dans la nature, un individu appartenant à une certaine population va toujours avoir tendance à se reproduire avec ses congénères, c'est-à-dire avec des individus appartenant à sa même population, plutôt qu'avec des individus différents appartenant à d'autres populations. Dans ce cas, ce sont des populations qui ne se sont pas rencontrées sur des milliers d'années. Donc, ce sont des individus qui sont devenus séparés les uns des autres par des barrières reproductives. Et là, je reprends la définition du terme spéciation. Donc, c'est l'apparition d'espèces nouvelles par l'établissement de barrières à la reproduction. Donc, chacun de ces groupes est devenu carrément une espèce. Donc, l'espèce 1, l'espèce 2, l'espèce 3 et ainsi de suite. Donc, ces espèces sont séparées par ce qu'on appelle la barrière reproductive, c'est-à-dire l'incapacité de franchir cette barrière pour se reproduire avec les individus d'un autre groupe. Si vous observez bien ce que j'ai représenté donc, dans cette séquence, c'est ce qu'on appelle la phylogénie. Voilà donc. Mais le schéma a été représenté de manière renversée, donc l'espèce ancestrale, le groupe ancestral, c'est ce point commun. Ces ramifications ont conduit à des espèces différentes, et bien sûr on revient toujours à cet ancêtre commun parce que malgré l'accumulation de ces mutations géniques, il va toujours y avoir de grandes similitudes dans les organes, dans les molécules, dans l'ADN, entre ces différentes espèces. Voilà donc un exemple de spéciation. Je vais terminer par cette petite remarque. L'isolement géographique n'est pas toujours le seul moyen de séparer les groupes les uns des autres. Cet isolement géographique est aussi appelé une spéciation allopatrique. Donc, patrique, ça devient de patrie, donc nation, endroit, espace. Allo, ça veut dire différent. Donc, c'est un isolement géographique, c'est une spéciation qui se fait en occupant des espaces différents. Donc, c'est la spéciation allopatrique. Il existe d'autres moyens d'isolement qu'on qualifie de spéciation sympatrique.
Ça veut dire que les groupes vont continuer à occuper un même endroit, un même écosystème, mais tout en s'isolant les uns des autres, que ce soit sur un plan comportemental, sur un plan écologique, c'est-à-dire en préférant des facteurs du milieu un peu différents les uns des autres, que ce soit un isolement saisonnier, c'est-à-dire qu'on existe dans le même espace, on occupe le même écosystème, mais on ne se reproduit pas pendant les mêmes saisons, donc potentiellement on ne peut plus se reproduire les uns avec les autres, et on devient donc des espèces différentes. Voilà donc c'est ce que je voulais expliquer dans ce thème spéciation.